dans la peau. Laurent Sandeau, comédien. Bonjour Laurent, content de t'accueillir ici. Mais c'est moi qui suis ravi, merci de m'accueillir. Sandeau, c'est un nom de famille très connu. Est-ce que tu as à voir avec une famille dans le pharmaceutique? Non, pas du tout, pas du tout. On m'a souvent posé la question, mais il faut remonter au XVIIIe siècle pour retrouver la connexion généalogique, dirons-nous. Donc rien à voir avec les médicaments. Rien à voir. Depuis combien de temps tu es comédien? Alors, j'ai très vite souhaité devenir comédien. C'est arrivé à 6 ou 7 ans, je ne sais pas pourquoi. Et l'idée ne m'a jamais lâché. Du coup, j'ai fait le zouave, le clown. J'étais un peu le bout en train dans ma jeunesse. Et puis, j'ai fait pas mal de théâtre amateur. Et finalement, l'idée persistant, j'ai fait mon bac, 2 semestres d'Uni, et je suis parti pour Strasbourg, à l'école nationale supérieure d'art dramatique, dont j'ai suivi les cours entre 72 et 75. Je suis sorti en 75, j'ai eu un premier engagement là-bas. Ensuite, je suis venu à Genève pour trouver François Rochet, qui avait vu le concours et qui me proposait du travail. Et du coup, j'ai été engagé par lui pour un spectacle, c'était Arturo Ui, joué par Bidault. On était 29 comédiens sur le plateau. Écoutez ça, 29 comédiens, ça existait à l'époque. Et ensuite, il m'a proposé de rester à l'année. Alors, ça a été, pour un jeune acteur qui débute, pas sec derrière les oreilles, c'est un miracle, quoi. Donc, pendant 4 ans, j'ai été comédien permanent, j'ai fait connaissance de feu Martine Pachou, qui vient de décéder, d'Hervé Wachman, de Stéger, de Kuhlmann, de Manfred Kargé et Mathias Lango. Enfin, en 4 ans, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des futurs collaborateurs, des metteurs en scène qui m'ont ensuite réengagé. Et c'est comme ça que je me suis installé à Genève, où j'ai vraiment Tu avais quel âge quand tu es arrivé à Genève? En 70, j'avais 26 ans. Oui, 26 ans. Et donc tout de suite, tu trouves du travail et tu peux t'exprimer dans ton art. Oui, alors disons que je suis venu voir Rochet qui m'avait dit passe me voir parce qu'il était venu voir le concours de Strasbourg et là il m'a engagé pour Arturo Ui, la tournée de Mercourage en France, le spectacle d'été qui suivait et ensuite comédien permanent. Donc on peut pas rêver meilleur départ dans la carrière, c'était ahurissant, c'était tout à fait exceptionnel, quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance et je dois dire que je dois beaucoup à François avec qui j'ai continué à travailler beaucoup, dont par exemple la fête des vignerons en 99 où j'étais le Harlevin, le roi de la fête. Enfin j'ai eu vraiment une carrière magnifique. Et puis alors de fil en aiguille, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres metteurs en scène. Avec, par exemple, Claude Stratz, enfin voilà, avec les metteurs en scène de la place, ou d'autres. T'es un comédien qui a plutôt joué au théâtre, ou tu as aussi une expérience de cinéma? Alors j'ai eu aussi là énormément de chance, parce que j'ai eu vent d'un casting, comme on dit aujourd'hui, pour Les Petites Fugues d'Yves-Yersin. Je suis allé voir, j'ai fait le casting et il m'a engagé. Il m'a engagé tout de suite pour le rôle du fils, qui est un des rôles importants dans le film. Donc j'ai le privilège d'avoir participé à ce film qui est devenu mythique, qui est devenu un des films importants de l'histoire du cinéma suisse. Après quoi, j'ai plutôt privilégié le théâtre. Ce qui m'intéressait, c'était l'équipe, le travail en équipe, le travail de scène. Ce qui fait que je me suis pas vraiment boosté, propulsé vers le cinéma. Donc j'ai eu quand même des relations avec Tanner, avec Goretta, avec Edelstein, avec beaucoup d'autres gens. Pour des choses plus modestes, faut dire que j'avais déjà commencé à faire du théâtre avec Michel Rode, qui est un ami de Neuchâtel, avec lui j'ai fait les 3 ou 4 premiers longs métrages. Donc c'est un domaine que j'ai fréquenté, mais j'étais plutôt un homme de théâtre, plutôt un homme de scène, assez extraverti. Au cinéma, tu as fait du doublage aussi? Oui, beaucoup de doublage. Alors, doublage pub, ça je le sais. Oui, alors, mais en même temps... Mais des doublages de séries, est-ce qu'ensuite, il y a vraiment beaucoup de doublage ou ça s'est perdu?
Alors ça se perd parce que c'est des questions économiques. Les contrats sont envoyés en Belgique, en Italie, parce qu'ils sont meilleurs marchés. Mais il y a eu une année où ça a été une merveille pour les comédiens parce que c'était le 600e anniversaire de la Confédération, où la télévision a décidé de diffuser un film suisse par semaine. Donc il y a eu 52 films suisses qui ont été diffusés à la télévision. Ah, ça faisait une masse de doublage. Oui, c'était des films suisses allemands dans la majorité alors. Alors, justement, pour nous, l'intérêt, c'était que beaucoup de ces films suisses-allemands, où il y a un patrimoine magnifique, hein, ils tournaient chaque année deux films de fiction par année. Pendant des années, ils ont fait ça avec la Condor Film, avec d'autres maisons de production, ce qui fait que les comédiens suisses-allemands qui travaillaient en compagnie, en troupe, avaient du travail en été aussi. Et donc, nous, il y a eu 15 ou 16 films qui n'étaient soit que sous-titrés, soit pas du tout doublés. Et là, on a eu un travail magnifique à faire cette année-là. 52 films à post-produire, oui, effectivement. Oui, alors, évidemment, tous, il y avait déjà des films doublés, il y avait des films suisse romands, naturellement, mais enfin... Le doublage se faisait en Suisse romande Oui, il se faisait ici. Parce que tu as évoqué Condor Film, mais Condor Film, ils sont à Zurich. Ça, c'est les producteurs, okay. Mais le doublage se faisait à un studio qui s'appelait Aquarius, qui n'existe plus. Sur la rive droite, vers les Alpes. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, bon, il y avait Mazé, il y avait pas mal je sais plus exactement. Donc, tu as commencé à découvrir la bande rythmo, comme ça. Est-ce que ça se faisait avec cette bande rythmo? Oui, alors maintenant, les techniques ont un peu changé. Ah oui, alors c'est extraordinaire parce que, déjà, aussi pour les petites fugues, il a fallu se doubler soi-même parce qu'il y a eu des avions qui passaient, le son était direct. Donc, mais alors, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, on appelle ça un ADR. Mais bon, quand on se double parce qu'il y a eu un son pourri pendant la prise de voix, ok. Voilà. Alors c'était merveilleux parce que vous avez la pellicule qui passait en rond, vous avez un bout de pellicule qui passait en rond et on y allait, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les méthodes ont complètement évolué. Est-ce que tu privilégies des pièces qui sont dites de comédie ou tu préfères les classiques? Quel genre de comédien tu es? Je crois que je suis assez pluridisciplinaire. J'adore jouer la comédie, mais en fait, il s'est trouvé que c'était plutôt... Les circonstances m'ont plutôt amené vers un répertoire classique, Molière, Corneille, ou des auteurs contemporains, aussi Bernard. Enfin, j'ai fait plus de 100 spectacles dans mon parcours professionnel, donc j'ai pu extraordinairement toucher à énormément de genres. J'adore la comédie, mais ça n'a pas été finalement la piste qui m'a été proposée, parce que finalement, vous savez, on dit, Jouvet disait, il y a une jeune fille qui s'approche de Jouvet qui lui dit comment est-ce que vous faites pour choisir vos rôles? Et puis Jouvet lui dit, vous choisirez quand vous aurez le choix. Donc évidemment, c'est ça. On n'a pas tant le choix que ça. Le problème qui se passe, on a le choix quand on a deux propositions qui sont incompatibles l'une avec l'autre à cause des dates. On ne peut pas faire les deux. Et du coup, c'est là qu'on détermine finalement, peu à peu, la direction qu'on va prendre dans le métier. Alors je comprends qu'on n'a pas forcément le choix, mais est-ce que par exemple, il y a un rôle que tu ne jouerais pas pour rien au monde? C'est-à-dire que je crois pas, non, mais je crois que tout dépend de qui le met en scène. Je crois qu'il n'y a rien de plus douloureux que de travailler sur un grand texte avec un metteur en scène qui n'est pas à la hauteur. Ça c'est douloureux. Tu peux nous, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce métier, expliquer le rôle, essentiel d'ailleurs, du metteur en scène? Alors, il est multiple. Vous avez, pour un metteur en scène, il y a énormément de qualités et tous ne l'ont pas. Stéger avait un sens de la mise en place extraordinaire. C'était vraiment, ces mises en place étaient très parlantes, étaient très stimulantes. Vous avez Besson, avec qui j'ai eu l'honneur, le privilège de jouer l'Oiseau Vert, qui a été joué plus de 300 fois sur 4 ans. Lui, c'est un démiurge, c'est-à-dire que lui, c'est la voix, c'est le son. Il se promenait dans la salle, il regardait pas le plateau, il se promenait le long des travées et il nous indiquait comment dire.
Et il donc, se fichait un peu de la gestuelle, c'était plus le timbre, la sonorité, c'était le la rythme, sonorité, les nuances de la voix. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors il fallait s'adapter. Alors ce qui était curieux, c'est que il voulait exactement ce qu'il faisait, mais quand on faisait exactement ce qu'il voulait, il n'était pas content parce que il n'était content que au moment où on avait vraiment saisi par ce biais-là son idée, sa proposition, et qu'on l'avait assumé, assimilé. Et là s'ouvrait un univers. Et c'était vraiment un univers d'une richesse grande. C'est vrai qu'il faut de l'humilité, il faut savoir être au service d'eux. Ouais. Mais comme c'est un démiurge extrêmement d'une grande richesse, on avait tout avantage parce qu'on découvrait, ça nous faisait entrer dans un univers prodigieux. D'autres metteurs en scène, comme Claude Stratz par exemple, ne peut pas travailler si vous lui proposez pas quelque chose. Il faut qu'il ait une matière sur laquelle il va se déterminer et il va dire mais non, ben voilà, oui, c'est justement pas ça que je veux, mais c'est une dynamique comme ça qui fait que lui, il a besoin qu'on lui propose. En tant que comédien, qu'est-ce qui est difficile à interpréter pour toi, de ton point de vue? Alors, ce que j'ai mis assez long à apprendre, c'est la délicatesse, c'est comment dire, la retenue. J'ai joué Bottom dans Le songe d'une nuit d'été. Je suis un acteur assez expressif, assez comme ça. Oui, et du coup, de peu à peu, j'ai pu saisir sur certains textes la retenue, la modestie, comment exprimer ça, Bon, au théâtre, on dit toujours qu'il faut porter la voix pour qu'on nous entende loin derrière. Oui. Ça a changé tout ça aujourd'hui. On peut faire des prises de son, on peut améliorer l'acoustique, etc. Oui. Ce qui était donc une très grande différence avec les comédiens ou les acteurs de cinéma. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est justement tu deviens plus un comédien de cinéma avec cette retenue? Alors, c'est ce que j'ai pu apprivoiser peu à peu, qui n'était pas naturel pour moi au départ. Mm-hmm. Mais alors, par rapport à la voix, moi, je supporte pas quand les gens ont besoin de micro alors qu'ils sont à 2 mètres de moi et puis qu'ils l'utilisent très mal et qu'ils crachotent dedans. C'est insupportable. Ouais. Le comédien doit, c'est dans son travail de préparation. Bon, toi, oublie pas quand même que tu as un avantage certain, c'est que le micro, tu connais, tu doubles des pubs, tu doubles des séries, des films depuis longtemps. Oui. Donc ta position devant un micro, tu sais gérer ça. Tout à fait, mais j'ai dû l'apprendre. C'est l'apprentissage que j'ai fait à la radio. Mais celui qui postillonnait, comme je viens d'essayer de faire là, sur son micro, c'est très désagréable, c'est vrai. En même temps, j'ai un petit micro pourri. Hein. Ça ne s'entend pas. Non, tant mieux. Alors, mais j'aimerais quand même revenir justement sur cette façon de projeter. C'est-à-dire que le théâtre, c'est une expression, c'est une évocation de la réalité à travers une forme. Alors, au cinéma, évidemment, quand on a un gros cadre comme ça, et qu'on voit entrer quelqu'un qui nous est désagréable, alors on va faire un truc comme... Voilà, assez modeste. Mais quand le dernier rang est à 40 mètres et qu'on doit jouer, qu'on est insatisfait par l'entrée d'un personnage qui nous horripile, on peut pas faire ça parce que la tête c'est un petit point blanc. Donc on va faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va tu vas plus jouer ton corps, tu vas utiliser ton corps de manière plus ample. On va utiliser le comportement plus que l'expression psychologique. Ouais. Mais ça a autant de crédibilité. Il ne faut pas croire qu'on est moins crédible par le comportement que par l'expression du visage fine et nuancée. C'est une question de forme qui s'adapte à l'espace. Donc au théâtre, c'est vrai qu'on doit atteindre le dernier rang, mais on peut l'atteindre en chuchotant très fort. On peut dire « mais je n'ai pas envie de te voir !» Et ça s'entend jusqu'au dernier rang, vous voyez. C'est une pratique qui est différente et qui est tout à fait passionnante parce que avec le comportement, on exprime énormément. Par exemple, quand on écoute, souvent, dans des rôles, vous avez en face de vous un personnage qui a beaucoup à parler et vous l'écoutez. Alors, si vous restez planté là, comme ça, il ne se passe rien. Mais si vous faites
Ah bon? Enfin, des choses qui sont, soit vous marquez votre intérêt, soit votre impatience, et c'est un dialogue qui s'instaure, parce que quand on est en écoute, on doit continuer de jouer. Alors qu'au cinéma, on est chant contre chant, et souvent, quand on écoute, on est absent de l'écran. Est-ce que il y a une pièce dans laquelle tu as joué qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y en a plusieurs. Il y a le Lenz, le récit de Büchner, qui est mis en scène par Michel Voïta. Ça a été une merveille. Il y a le titre m'échappe, c'était la pièce où j'ai joué Chesset, le personnage de Chesset. Mmh. Il y a eu aussi le Galilée, que j'ai travaillé avec Manfred Karge, qui m'a fait le grand plaisir de me distribuer dans ce rôle-là. Il y en a beaucoup. En fait, j'ai peu de souvenirs de rôles que je regrette. Il y a bien sûr des spectacles de moindre ambition, je dirais, tant sur le plan de... Qu'est-ce qui fait flipper un comédien avant de rentrer sur scène? Je sais pas trop, parce que j'ai la chance de pas trop avoir le trac. C'est-à-dire que... Le trou de mémoire, par exemple, c'est pas quelque chose qui fait flipper? Ça arrive. Ça m'est arrivé. On s'en recommande ça. Ah on est planté là pendant un temps épouvantable, et tout à coup ça revient, et on continue, et les gens disent « Ah, ce temps était magnifique, là, c'était formidable ». Il n'y a plus les souffleurs comme à l'époque. Il y avait des souffleurs, tu te rappelles? Alors non, moi j'ai jamais connu ça. Le souffleur, il est surtout là dans les têtes de répertoire, à la Comédie Française par exemple. Vous avez, chaque acteur joue 3, 4 pièces différentes, et chaque acteur est le remplaçant d'un acteur qui doit partir pour faire un film ou autre. Donc il doit pouvoir le remplacer au pied levé, mais naturellement. Mais c'est lui le souffleur? J'ai pas bien compris, parce que ma question était le souffleur. Qui est le souffleur? C'est un métier? C'est quoi? C'est un métier, c'est une personne qui est dans sa petite cage. D'ailleurs, à la Comédie Française, il y a la cage, c'est un monument historique, on peut pas y toucher. Et donc, le souffleur est là pour venir aider l'acteur qui remplace et qui n'a pas la même maîtrise du rôle. Donc il n'est pas forcément là tout le temps, en fait, le souffleur. Non, pas nécessairement. Enfin, ça, je peux pas vous le dire, parce que j'ai jamais joué à la Comédie Française. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est vraiment de la Comédie Française. Oui, c'est-à-dire que ce serait déjà un métier, un petit job de plus. Oui. Et puis ça oui, fait alors peur. maintenant, moi, j'ai jamais joué avec un souffleur. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu cette expérience-là. Maintenant, il y a les oreillettes, pour les acteurs qui très juste, âgés, qui commencent à avoir des problèmes de mémoire. Alors, il y a l'oreillette. Et là, il y a l'acteur en coulisses qui donne le texte. Et ça, c'est un travail très délicat. Il faut vraiment bien s'entendre. Il faut être légèrement anticipé, pas donner l'interprétation. C'est l'acteur qui va le faire. Enfin, il y a une connivence qui doit s'établir entre l'acteur qui reçoit le texte et celui qui le donne en coulisses. Mais ça, j'ai pas non plus connu, parce que j'ai jusqu'à présent toujours réussi à prendre mes textes. Bon, dans bien des talk shows, il y a quelqu'un à la réal qui souffle. On a tous vu ça à la télévision. Oui, c'est vrai que... Bien sûr. Voilà, c'est un peu le même principe. Oui. Pourtant, enfant, puisque tu m'as dit en introduction que ta vocation est née à 6-7 ans. Oui. J'imagine papa, maman en train de te souffler tes premiers textes. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, mon père a toujours été très opposé à ce que je devienne comédien. Tiens, parlons-en. Oui. La famille. Alors, ils étaient opposés à ça. Mon père surtout. Ma mère qui a créé une chorale, qui a écrit plus de 200 chansons pour enfants. C'est pour ça que j'ai... Ah, c'était une artiste. Oui. Mais papa, pas du tout, apparemment. Papa, pas du tout. Non, il voyait peut-être qu'on gagnait pas sa vie avec ça, non? Il avait peur pour moi. Il s'est dit, il serait mieux ingénieur, avocat, ou Dieu sait quoi. Alors. Il faisait quoi, papa? Il était ingénieur au Cap de Cortaillot. Il était responsable du service extérieur. Il a fini fonder le pouvoir là-bas. Bon. Et vraiment, c'était le bon bourgeois. D'où est venue cette envie comme ça d'être sur scène déjà si tôt, à 6-7 ans? Bon, ok, tous les enfants sont très expressifs, adorent jouer, se déguiser, etc. Oui, tout à fait. Mais toi, il y avait un petit truc en plus. Disons que ça a subsisté au fond de ma tête. J'ai eu un petit castelet avec des marionnettes, mais enfin, tous les enfants qui ont des castelets avec des marionnettes ne deviennent pas des comédiens professionnels. Enfin, je sais pas. Mais j'ai toujours adoré ça. On te racontait des histoires quand t'allais te coucher? Non, pas vraiment, non. Bon, c'est vrai que
Et puis, les parents de cette époque-là, voilà, va te coucher et va te coucher, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Là, maintenant, je suis grand-papa et j'ai un petit... Alors, c'est toi qui racontes des histoires. Ah oui, je lis Tintin. J'étais sûr. En faisant toutes les voix. Et tu y prends du plaisir, je pense. Oh, mais non, mais mon petit-fils aussi, beaucoup. Ouais. Ah oui. Il a quel âge? Il va avoir 6 ans au mois de décembre. Il a une petite sœur qui va avoir 3 ans. Non, c'est une merveille. C'est bien, tu vas pouvoir faire des répliques avec lui. Oui, absolument, oui. Est-ce que tu as eu un moment envie d'arrêter ce métier de comédien? Non, jamais. Non, jamais. Non, j'ai jamais été lassé, j'ai jamais été saturé, j'ai jamais été. Ça arrive, hein. On a des comédiens qui en ont marre, tout ça. Parce qu'il y a des hauts et des bas aussi. Il y a des moments. Parce que bon, tout ça, c'est aussi en relation avec l'argent. Je veux dire. Oui. Les fins de mois, il y a des fins de mois difficiles. Oui, mais alors je dois dire que j'ai eu une chance énorme. J'ai eu des périodes de chômage, mais le chômage était là. Et j'ai énormément travaillé. Non, ça, alors je dois dire que... Mais tu as connu des comédiens de ta génération qui à un moment se sont dit « Ah non, j'en ai marre ». Et j'ai vu ça... Oui, il y en a qui étaient... qui en avaient assez, quoi, mais qui étaient... Il fallait bien qu'ils gagnent leur croûte, quoi, ils continuaient. Mais c'est assez rare, je dois dire que c'est assez rare. Ça doit être assez horrible de plus aimer d'être comédien et de le faire que pour gagner sa croûte. C'est un truc, pour moi, ça me semble impossible à vivre. Oui, mais c'est assez rare. C'est assez rare, heureusement. Franchement, c'est assez rare. Il y a quand même un plaisir, une dynamique, une jouissance à faire ce métier qui est quand même très, très, très largement... réparti, quoi. Comment tu vois un petit peu l'avenir de ce métier? Il y a YouTube, par exemple, qui permet d'avoir une certaine visibilité si vraiment il faut commencer. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction, YouTube? Alors ça, YouTube, je ne sais pas. Ça, je dois dire que je suis de ma génération. J'ai maintenant 73 ans. Ça me dépasse un petit peu. Je suis pas tellement... Tu regardes rien sur YouTube? Oui, je regarde Frank Sinatra parce que je chante actuellement avec un orchestre de jazz, du Sinatra, des choses comme ça. Voyez. Donc j'essaie de rester... Et donc tu fais des représentations publiques? Oui, absolument. Ah bah tu peux faire ta promo, hein, même si c'est quelque non, mais chose là, il n'y en a plus. C'est Cette saison, c'est fini. Ça va écoute, la tu sais prochaine. quoi, comme on peut mettre les détails de la vidéo, hein, donc un savoir plus, ça donne des détails. Voilà. Quand tu seras sur scène, voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo par hasard, ou si vous nous entendez sur les podcasts, vous allez sur la chaîne YouTube, vous regardez dans les détails, et si tu es sur scène, ce sera indiqué. Voilà, il y aura des mises à jour régulières. Oui. Et puis, c'est vrai que je travaille plus du tout. Le chant, ça t'est venu quand? Alors, c'est venu avec ma mère qui m'a immédiatement engagé dans sa chorale. À 5-6 ans, j'étais la première victime. Et puis après, j'ai fait un peu de chant au conservatoire. Et puis ensuite, à Strasbourg, on en a fait aussi, pas mal. Qu'est-ce que tu penses des chansons de Michel Fugain? Mais je connais pas Michel Fugain. Moi, dans tes chorales, t'as jamais chanté une chanson de Michel Fugain? Non. Mais à l'école, on le faisait, au solfège, on le faisait. Mais oui, non, mais ça, je peux pas m'exprimer sur Michel Fugain. Je connais beaucoup trop peu. On chantait des chants. J'ai fait partie de chorale. Bon, c'était dernièrement parce que, vous savez, dans mon métier, on bosse le soir et les week-ends, hein, et les chorales, c'est le soir et les week-ends. Donc, c'est comme la politique, c'est très très difficile d'en faire. Pas le temps d'écouter de la radio, pas le temps de... Si, parce que dans les années 70, Michel Fugain, on entendait quand même beaucoup avec le Big Bazar et compagnie. Voilà. Mais moi, j'étais anglo-saxon. C'était Crosby, Stills, Nash & Young, c'était Josh Fulton, c'était les Beatles, Rolling Stones, c'est pas Patti Benatar, c'était ces gens-là que j'écoutais, Cat Stevens. Laurent est un peu plus rock'n'roll que ce que je pensais. Alors. Oui. Non, mais j'aime beaucoup. Oui, absolument. Ah oui, donc t'étais... Et puis le jazz aussi, j'aimais beaucoup le jazz. Et puis, j'ai fait quand même un récital Brassens qu'on a joué à peu près 25 fois. Et je dois dire que Brassens, en adolescence, ça m'était passé par-dessus. J'étais pas du tout intéressé. C'est que tardivement que j'ai découvert, avec Brel, avec Ferry, ces gens-là, je les ai découverts finalement tardivement. D'accord. Parce que j'étais vraiment dans les anglo-saxons à l'époque. Alors, si tu devais faire une petite playlist qui te rafraîchit, te ramène dans une époque que tu aimais bien, est-ce que tu arrives à me donner 5 titres de ta playlist? Les titres, je sais plus. Ou les artistes. Hein. Military Madness de Graham Nash, il y avait
les titres, je sais pas, à peu près tous les Beatles, les Rolling Stones, Cat Stevens, j'ai beaucoup, vraiment. Ok. Ouais. Et puis, beaucoup plus tardivement, le jazz. Enfin, mon frère écoutait du jazz, mais là, je me suis mis... Alors, comédien, chanteur, voilà, et écrivain. Oui, alors... Tu as écrit... oui, je sais que tu as écrit quelque chose, mais je sais absolument pas quoi. Pardonne-moi. Alors, explique-moi. Oui, alors, quand j'ai vu approcher ma retraite au conservatoire, j'ai enseigné au conservatoire. Hein, et ça, je dois dire que ça a été formidable parce que le contact avec les 18-25 ans, c'était ça un peu au conservatoire de Genève. C'était cool. Ah, mais c'était formidable. Ouais. Ah non, mais j'ai eu un plaisir. La jeunesse, c'est formidable. Hein. Oui. Non, faut le dire. Je confirme. C'était des gens, mais c'était merveilleux. Ils étaient ouverts, ils étaient souvent doués, travailleurs, ils étaient curieux, moi, je trouve que la nouvelle génération, ils sont plus doués que nous. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont tout de suite été exposés, mais je trouve qu'ils ont une facilité assez déconcertante. Oui, je pense qu'il y a une espèce de libération du comportement, de libération d'être, une façon d'être. Nous, on était quand même un peu engoncés avec l'église, avec tout ça. On avait... Bon, bref, alors ton roman. Voilà. Alors, j'ai voulu quand même laisser une petite trace de mon enseignement. J'ai écrit un petit livre de 85 pages qui s'appelle « Faire du théâtre, les premiers pas », où je formule le contenu de mon enseignement sous forme un peu méthodologique, parce que... Ah, donc c'est pas un roman, c'est un... Alors le premier, c'est ça. Le premier, c'est un livre d'apprentissage, un livre pédagogique. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, mais ces braves jeunes gens, plein d'enthousiasme, plein d'espoir, plein d'énergie, on les voit une demi-heure, 3/4 d'heure, ils passent leur scène, tout ça, on leur dit alors à la semaine prochaine, travaillez bien. Mais travailler bien, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Ils sont débutants. Et donc, j'ai voulu leur donner un instrument qui leur permette de comprendre les étapes à franchir, de ne pas aller trop vite, les pièges à éviter, etc. Donc, ça, ce petit livre existe. Ah, tu me donneras le lien où on peut l'acheter. Oui, alors, vous allez sur mon site, laurentsando.com. Ah, t'es pas distribué? Non, celui-là, je l'ai fait à compte d'auteur. D'accord, ok. Ensuite, j'ai écrit un premier roman, un polar, qui raconte l'histoire d'un gars qui est condamné alors qu'il n'a pas commis le crime. C'est de voir à la télévision ces gens à qui on dit, après 15 ans de couloir de la mort, « Ah ben, c'est pas vous, on a trouvé grâce à l'ADN. » Pardon, excusez-nous, l'ADN a prouvé que c'était pas vous. Oui, voilà, alors au revoir, bonne journée, portez-vous bien. C'est atroce, c'est juste atroce. Ça se passe pas tout à fait comme ça quand même, enfin j'espère. Non, une petite tape dans le dos, puis ciao. Ouais, c'est vrai. Ah, mais pas loin. Hein. Okay. Non, il y a du vécu là où t'as suivi... Non, mais j'ai regardé, j'ai suivi 2-3 cas. Ouais. Alors je me suis dit, si ça m'arrivait, je pourrais pas. Parce que eux, ils ont eu de la résilience, ils s'adaptent à il faut bien vivre. Donc on trouve les moyens de vivre dans ces circonstances-là. Donc le roman raconte cette histoire-là. Le roman raconte l'histoire d'un gars qui sort de tôle après 15 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Et alors je raconte pourquoi, je raconte ce que c'est. Ouais, fais-nous le pitch, juste le pitch, hein, faut pas spoiler l'histoire. Le pitch c'est ça. Le pitch c'est qu'au bout d'un moment il dit je peux pas continuer comme ça, je dois régler cette question. Et tout à coup il a le flash, il dit je sais comment je vais faire. Je vais commettre un acte qui me vaudrait les 15 ans que j'ai déjà fait. Waouh. Et il part sur cette piste. C'est mauvais, ça. C'est pas mal. L'idée, j'aime bien l'idée, voilà. Puis c'est 200 pages qui sont arrivées comme ça. Mm-hmm. Et après, j'ai eu la chance d'être édité pour les 2 suivants, des romans. Un premier qui s'appelle Les Deux du Bas Moulin. C'est l'histoire de 2 frères extraordinairement solidaires dans une petite ferme de la Creuse. Ils naissent en 20 et 21. J'ai choisi ces dates parce que c'est les années qui ont été les victimes du service du travail obligatoire en France. Mm-hmm. Ils sont extraordinairement liés et solidaires. Et ils arrivent à faire des études secondaires grâce à un collège catholique où ils peuvent étudier sans frais. Et là, ça commence à coincer, à grincer. Et finalement, au bout du compte, il y en a un qui finit chauffeur d'un chasseur de juifs et l'autre qui est envoyé au STO. Donc, je parle de cette fracture, de cette rupture. Ah, mais là, tu parles de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est ça le contexte. C'est de 20... Et la STO, c'est quoi? Le service du travail obligatoire. Ah, ouais, voilà. 600 000 Français qui ont été envoyés en Allemagne pour bosser, pour remplacer les jeunes Allemands qui étaient au front.
Ouais. Et le troisième, le troisième, ça s'appelle le. Il vient de sortir. Il est sorti en septembre l'année passée, je crois. Ah ouais, d'accord. Ça fait un peu moins d'une année, voilà. Ouais. Et ça s'appelle l'enfant de l'eau close. Alors c'est curieux comme titre, mais ouais, ça a l'air très intellectuel, du coup. Je sais pas si je vais bailler. Ça n'est pas du tout. C'est en fait, ça veut dire l'enfant du locle. Parce que le locle, c'est une origine gaélique qui veut dire loch closed, eau enfermée, eau circonscrite. D'accord. Voilà. Et le col des roches, il n'y avait pas de col, ça s'appelait le cul des roches. Voilà. Donc, mais j'ai voulu m'intéresser à cette période parce que c'est la période de l'industrie des indienneries, des indiennes, dans le canton de Neuchâtel. Et j'ai découvert ça au musée d'art et d'histoire à Neuchâtel, alors que j'ignorais tout de ça. Personne ne m'en a jamais parlé, alors que ça a été une activité économique absolument fondamentale pour l'essor du canton. Tu viens de cette région? Oui, je suis né à Neuchâtel. Oui, d'accord. Oui, Sandos, okay. Sandos, c'est bien. Enfin, c'est originaire le Locle, les ponts l'après-midi, donc c'est vraiment ma région. D'accord. Et donc j'ai voulu parler de cette période-là. Donc j'ai inventé un personnage qui va travailler dans les indienneries. En plus, c'est l'époque de David Pury, c'est l'époque du commerce triangulaire. Beaucoup de ces indiennes ont été utilisées pour acheter des esclaves, parce que les roitelets ou les Africains qui vendaient leurs congénères, ils adoraient ça. Donc mon personnage va aller... Ah oui, donc là, on est il y a un siècle et demi, 2 siècles. Oui, c'est ça. Ça se passe de 1800... Ce que tu appelles les indiennes? Oui, quoi? Les indienneries, c'est des tissus imprimés. Ah, voilà. C'est des tissus imprimés, magnifiques, splendides, qui ont fait vraiment la richesse du canton pendant tout le 18e. Je crois même que c'est dans le textile, les machines, où ensuite on s'est développé dans l'horlogerie, mais je crois que c'est le textile en premier. Alors l'horlogerie existait, déjà, très largement. Ouais. D'ailleurs, il y a un personnage... Mais la Suisse a une grande histoire dans le textile, ce qu'on sait moins. Oui, parce que après ça a disparu. Les Anglais ont trouvé à imprimer, non pas en pressant, mais avec des rouleaux. Enfin, c'est devenu très difficile. Il y a eu le blocus de Napoléon. Alors, pour revenir à ton bouquin, parce qu'on ne va pas refaire tout le cours d'histoire, parce que là, on s'égare, je crois que je vais devoir couper un peu. Oui, tout à fait. Juste le pitch de ce 3e roman. Alors, le 3e roman, c'est simplement l'intérêt que j'ai eu pour faire pour ces indiennes. Donc, je suis un personnage qui va travailler, qui va être envoyé à Lisbonne chez Pury pour lui donner des indiennes qui vont partir en Afrique. Il va faire le voyage. Pury l'envoie au Brésil pour étayer ses mines de diamants. Il va faire le voyage en passant par l'Afrique sur un bateau négrier. Enfin, c'est toute cette période-là. Et puis, en fait, c'est une sorte de road trip. C'est un voyage un peu dans le temps et dans l'espace. Exact. C'est un roman historique, comme le précédent, où vraiment j'ai beaucoup eu de plaisir à fouiller l'époque, où on trouve plein de choses intéressantes. Infatigable, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui, il y a toujours quelque chose à faire, mais pour le moment, je suis un peu en panne. Je ne sais pas trop comment je vais, sur quelle piste je vais aller pour le suivant. Bon. Comment tu vois l'évolution de ce métier de comédien? Alors, mets-toi dans la peau cette fois des jeunes prétendants, t'en as vu, t'en as formé, etc. Quels conseils tu pourrais leur donner ou comment tu vois leur avenir? D'abord, est-ce que tu es un peu inquiet ou pas sur l'avenir de comédien? Oui, je suis inquiet en tout cas parce que les circonstances sont plus du tout les mêmes. Quand on était un jeune acteur, on débarquait, il y avait des grandes distributions, 15, 20, 25, c'était courant. Donc il y avait de la place pour les petits jeunes qui débarquaient, pour les petits rôles, pour apprendre son métier, pour côtoyer les gens plus aguerris, pour se faire, pour affronter les salles, tout ça. C'était vraiment une époque extraordinaire. Aujourd'hui, ces grandes distributions n'existent plus. Non pas qu'il n'y ait pas les moyens, mais il n'y a plus la volonté de faire ça. Je comprends pas, s'il y a les moyens, quel intérêt d'avoir plus de marge ou que les peu qui bossent gagnent plus? Non, mais c'est-à-dire que maintenant... Elle va où la différence en fait? La différence, elle va dans l'achat des spectacles étrangers avec Isabelle Huppert, avec Emmanuel Béard, avec Michel Piccoli, qui coûtent des fortunes. Ça coûte très très cher. Et c'est de l'argent. Alors on achète, on invite, mais c'est des productions qui ne se font plus ici. Et ça, c'est dramatique, vraiment. Et puis, il y a eu un autre phénomène, je crois, où il y a un petit peu un malentendu, c'est que
Alors, les jeunes comédiens qui commencent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent créer leur compagnie, ils doivent faire des one-man shows, des seuls en scène. Il y a la mode de ça. Pour se trouver du travail, ils doivent se créer leur travail eux-mêmes. Parce que être engagé dans un théâtre institutionnel, alors que ce serait son rôle, ça n'existe plus. C'est quasiment impossible. Il faut passer par les hautes écoles. Alors, écoles, non? Oui, alors bien sûr, mais même ceux qui sortent des hautes écoles, la manufacture, leur avenir n'est pas du tout assuré. C'est donc. La raison, c'est parce qu'on diminue la distribution, c'est-à-dire le nombre d'acteurs, actrices engagés, d'une part, et d'autre part, c'est quoi alors? Parce que ça peut pas suffire quand même à faire s'écrouler le marché. C'est-à-dire que si vous avez... Est-ce qu'on manque pas un petit peu de salles, peut-être des salles plus petites Alors, il y a énormément de salles petites. Il y a beaucoup. Hein. Il se passe beaucoup de choses. À Genève, oui, mais pas... Je sais pas ailleurs, en Suisse romande, s'il y a vraiment beaucoup. Oui, ça existe. Ça existe des lieux où s'exprimer. Ça existe. Il y a plein de petites salles qui se constituent. Mais simplement, c'est très précaire. Hein. C'est très précaire. Ils ne sont pas assurés de financement. Ils sont pas... C'est vraiment... Moi, j'ai été un comédien où j'ai eu la chance que le téléphone sonne et puis qu'on m'engageait. Ouais. Voilà. Et du coup, ça, aujourd'hui, je vois pas que ça existe encore, vraiment. Donc, ton petit-fils, là, tu lui conseillerais de faire ce métier aujourd'hui? Il fera ce qu'il veut. Je vais pas. Non, parce que je vais pas faire. Je veux pas être non plus le vieux con qui dit à l'époque c'était mieux. Voilà. Ouais, mais en vrai, c'était mieux avant. Il faut être objectif en termes de revenus. Alors, on pouvait travailler. Voilà, on pouvait travailler. Il y avait du travail. Maintenant, on va chercher quelque chose de positif. Qu'est-ce qui est cool aujourd'hui quand même? Parce que bon, il y a des trucs, c'est moins bien, mais il y a d'autres opportunités peut-être. Oui, peut-être, je les connais pas vraiment. Hein. Moi, je suis de ma génération et là, je suis un peu oublié. Le fait, par exemple, qu'il y ait Netflix, des productions en Suisse, peut-être qu'on fait plus de prod aujourd'hui? Oui, alors il y a un élément intéressant, c'est que la télévision suisse romande a décidé de faire des séries suisses. Et que ça donne quand même l'occasion à pas mal de comédiens romans de faire de la télévision. Peut-être moins de théâtre, mais plus de séries télé. Voilà, des choses comme ça. Parce que à l'époque, quand on avait le grand honneur d'être invité sur une télé, on faisait le flic à gauche avec un demi-jour de tournage. Non, on était spoliés, on n'était absolument pas respectés. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va quand même un peu mieux de ce point de vue-là. Tu veux dire que les gens de théâtre ne tenaient pas la rampe selon le milieu du cinéma ou de la série? Mais vous savez, la Suisse a un complexe d'infériorité, la Suisse romande en tout cas, hallucinant. On se dénigre alors qu'on fait du très bon travail. Hein. Franchement, on fait du très bon travail. Et l'intérêt d'ailleurs de travailler en Suisse romande, c'est qu'il n'y a pas de vedettariat. On ne peut pas devenir une vedette en Suisse romande, ça n'existe pas. Il y a pas le marché pour, il y a pas l'état d'esprit. Donc, si vous voulez, les gens qui sont là, ils ont une éthique de travail assez formidable. Ils savent travailler ensemble, ils savent travailler à tirer à la même corde, aller travailler pour le projet. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus individualiste. Encore que aujourd'hui, le métier, comme toute la société, est influencé par le néolibéralisme et par l'individualisme. Ça, c'est sûr. Hein. Et la manufacture, aujourd'hui, elle produit des gens qui doivent être des créateurs, qui doivent être des miurges. Le métier d'interprète est méprisé. Être un interprète, ça n'a plus de... ça ne sonne pas, ça n'a pas de glamour. Ça fait coquille vide. Oui, un peu, voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un malentendu aussi là, parce que je crois que le métier d'interprète est un métier à plein qui nécessite beaucoup d'engagement, de réflexion, de travail. Et voilà, et on n'est pas tous des grands auteurs. Ouais. Il y a l'écriture de scène. Oui, chacun son métier en fait. Oui, un petit peu. Je crois qu'on a oublié ça. Je crois que on veut tout mélanger. Ouais, c'est un peu comme les salles polyvalentes qui sont destinées à tout et bonnes à rien. Voilà, non, j'exagère un peu parce que non, il y a des gens formidables, il y a des gens merveilleux. Hein. Donc d'après toi, ça reste quand même un beau métier. Ça reste un métier magnifique. Ouais.
Mais il faut s'accrocher. Mais il faut ça. Aujourd'hui, vraiment plus qu'avant. Je pense que moi, je suis pas content d'avoir l'âge que j'ai, mais je suis quand même j'ai été rétrospectivement très satisfait d'avoir eu mon parcours professionnel dans la seconde moitié du 20e, début du 21e, parce que là, vraiment, comme je vous dis, il y a les grandes distributions, ça existait, et ensuite j'ai gravi les marches, j'ai beaucoup bossé, on m'a fait confiance pour des rôles principaux extraordinaires, donc vraiment, j'ai eu une très très belle carrière, j'aime pas utiliser le terme, enfin, un très beau parcours professionnel, dirons-nous. Alors j'entends bien que ton univers, c'est surtout le théâtre, oui. Mais si tu devais choisir un film, et pas n'importe quel film, hein, carrément un blockbuster, je sais que c'est... Mais comme tu m'as dit que tu étais un petit peu rock'n'roll, allez, je me risque dans la question. Voilà. Quel personnage t'aurais aimé jouer? Ah ben, Phoenix, Joaquin Phoenix dans le Batman, le personnage qui joue actuellement. Batman. Non, il joue autre chose. Il joue le pingouin, il joue le... Ça y est, moi aussi. Oui, c'est ça. Ben, on retrouve, tu retrouveras au montage. Le Joker. Le Joker, Phoenix. Ah, ça, c'est un acteur tellement prodigieux. Voilà, oui. Ça, des choses comme ça. Parce que il fait du théâtre, en fait. Il est extraordinairement expressif. Ouais. Et ça passe magnifiquement bien, c'est ça. Tu te verrais dans la peau de Joker, toi. Ah, mais pourquoi pas? Mais tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Ouais. Oui. Je te vois pas parce que... Non, bah évidemment. Je te connais, je connais ta jovialité, ta gentillesse. Oui. Mais voilà, tu restes un comédien-acteur. J'ai adoré jouer les méchants. J'ai joué parfois les méchants. J'ai joué... Par exemple, Claude Strass m'a donné l'extraordinaire honneur de me distribuer dans Toussaint Turlure, qui est un personnage qui fait deux des trois pièces de la trilogie, L'Otage et Le Pain dur, et c'est un affreux gogo épouvantable. J'ai adoré jouer ça. Non, jouer les méchants, c'est beaucoup plus passionnant que jouer les jeunes premiers. Et doubler les pubs, ça t'abuse toujours depuis le nombre d'années que tu fais ça? Oui. Bon, disons que... Non, c'est intéressant chaque fois, parce qu'il y a toujours de quoi amener, bon, c'est vrai, c'est un peu standard, c'est un peu, voilà, mais il y a toujours de quoi amener des petites nuances. Moi, je m'amuse beaucoup à faire ça. Ok. Laurent, je te remercie infiniment de nous avoir donné un peu de ton temps et de ton expérience. C'est moi qui te remercie. Et puis, j'ai hâte de te lire. Très bien, oui. Je suis édité à mon village, mais sinon en allant sur mon site laurentsando.com, vous allez sur publication et vous pouvez vous tomber sur mes livres. Et pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge comme moi, je mets tous les détails sous les commentaires de la vidéo dans En savoir plus, il y aura tout dessous. Laurent Sando, merci beaucoup. Merci Benjamin. Ciao. Dans la peau.